Mesdames et messieurs, vous suivez l'Émergence Télévision. Bienvenue dans votre émission Analyse. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Marie-Thérèse Yamate Maya. Elle est directrice générale de la chaîne Émergence TV, aussi journaliste à Canal Congo Télévision. Mais ici, nous l'avons reçue comme analyste. Elle va analyser par rapport à l'actualité de l'ère en République démocratique du Congo. Madame Maya, bonjour. Bonjour, Farel. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Merci. Maya Yamate, vous avez suivi de près l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme moi, vous avez été au courant du gouvernement Ilunkamba. Votre mot, comment avez-vous accueilli cette nouvelle ou ce gouvernement? Merci beaucoup, Madame Farel, pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer auprès de notre République. Eh bien, comme tout Congolais, je suis congolaise de la République démocratique du Congo. C'est pratiquement pendant près de 8 mois que les Congolaises et Congolais sont en train d'attendre ce gouvernement. Et c'est un gouvernement qui a mis du temps, disons, pas que c'est pendant 8 mois que le gouvernement était attendu, mais c'est depuis l'investiture de l'actuel chef de l'État. Il a fait pratiquement 8 mois et le pays a été, disons, géré son gouvernement. Et maintenant que ce gouvernement est là, comme tout Congolais, je ne peux que me réjouir de cette nouvelle, de cette publication. C'est une nouvelle, c'est vraiment quelque chose qui va ouvrir les choses, comme on dit, hein, ouvrir un peu les choses, parce que rester pendant aussi longtemps sans gouvernement, c'est comme si les batteries étaient sans charge. Rien ne bougeait, rien ne marchait, on ne pouvait rien faire. Et la réponse était tout le temps, attendons la mise en place du gouvernement, attendons la mise en place du gouvernement. Maintenant que le gouvernement est là, je ne peux que me réjouir. C'est un gouvernement assez costaud. Oui, nous allons y arriver, Madame Marie-Thérèse. Oui. Vous dites que non, le gouvernement, vous vous réjouissez de ces gouvernements, mais vous savez comme moi, quand je dis vous savez, c'est-à-dire vous êtes aussi journaliste, aussi analyste. Madame Maya, vous le savez très bien que parmi ce qui freinerait le gouvernement, entre autres les critères voulus par les chefs de l'État, d'après vous, est-ce que ces critères vont respecter aujourd'hui? Nous dirons que c'est respecter la représentativité des femmes, les nouvelles figures, c'est respecter. Ok, nous avons vu par 2 ou 3 reprises que c'était en fait des rendez-vous manqués. Les Congolais attendaient les gouvernements. Tantôt on nous disait que la liste était présentée au chef de l'État et que le chef de l'État l'avait renvoyé au Premier ministre. Il voulait que ce qu'il avait, il avait mis comme critères soient respectés, et maintenant que le gouvernement est mis en place, je pense que ces critères-là ont été respectés. Moi, je dirais pour la représentativité de la femme, parce que tu me poses cette question-là. Oui, vous êtes aussi femme. Je suis femme. On n'a pas vu une femme journaliste. Je suis femme journaliste, je suis mère d'enfants, je suis femme épouse. Oui, oui. Donc, tout ça, je suis femme servante de Dieu, je suis dans beaucoup de choses. Oui, maman pasteur. Maman pasteur, oui. Oui, moi je veux dire la représentativité de la femme n'est que de 17%. N'est que. Oui. Si je dis n'est que, c'est-à-dire que on pouvait aller un peu plus loin. Parce que si on regarde dans certains pays, l'effort est en train d'être fait pour que la parité soit respectée, les 50-50. Si on va au Rwanda, on verra, c'est 50-50. Il y a dans certains pays, dans d'autres pays, les 50-50 là est représenté. Chez nous ici, les femmes se sont battues pour n'avoir que ce quota-là de 30%. Non, c'est le chef de l'État qui plaidait d'ailleurs pour les femmes. Oui, c'est l'ancien chef de l'État
qui a plaidé pour ça, pour les 30% des femmes, et ça a été quand même accepté par les femmes. Moi, à mon avis, je pense que ça ne pouvait pas être accepté par les femmes parce que la Constitution nous parle des 50%. Et quand la Constitution, la loi suprême du pays nous parle des 50% et que le chef de l'État, un individu, entre guillemets, chef de l'État, oui, institution, président de la République, oui, mais un individu vient nous parler de 30%. Bon, c'était, bon, je sais pas pourquoi est-ce que les femmes pouvaient accepter ça, mais maintenant là, on n'est même pas à ces 30%. Maintenant, on est à 17%. Donc, les taux n'est fait que baisser, les pourcentages n'est fait que baisser. C'est 17%. Les premiers ministres justifient cela par le fait qu'il y a 2 femmes qui occupent 2 grands ministères. Bon, je sais pas. Les 2 là, oui, mais avec tous les restes, tous les restes, les grands ministères occupés par les hommes, vous voyez. Donc, la femme n'a pas été assez représentée, hein. La femme n'est pas assez représentée. Cela veut dire que en RDC, il y a encore du chemin à faire. Donc la question si la représentation des femmes pose toujours problème en République démocratique du Congo. C'est un problème qui est encore là, qui demeure. Et ici, peut-être l'occasion d'appeler les femmes à continuer à résister, à booster un peu les choses pour que les choses aillent de l'avant, pour qu'on parvienne quand même pour un début à ces 30%, mais l'objectif pour nous, c'est vraiment les 50%, les 50-50 là. Ok, 50-50 déjà, 17%, peut-être les prochains gouvernements, ça sera 30%, on ne sait pas, allons-y, mollo. Quand même, oui, il y a une évolution par rapport au gouvernement précédent, ça va quand même. Et Madame Maya, vous avez parlé avant moi d'un gouvernement costaud. Oui, Madame Farrell, c'est un gouvernement costaud. C'est un gouvernement costaud parce que c'est un gouvernement qui répond 66 membres. 65 comme c'était prévu auparavant. Nous avons été un peu surpris de voir un 3e membre. On nous parle d'un ministre délégué pour le compte des personnes vivant avec handicap. C'est une nouveauté, c'est une bonne chose. Il faut que toutes les catégories de la population soient représentées dans ce gouvernement. Et l'avantage peut-être pour ce gouvernement est qu'il y a plus de 70% des nouveaux figures, des gens qui arrivent, est-ce qu'ils ont de l'expérience? Des nouvelles figures plutôt. Oui, parler de l'expérience, moi je peux pas répondre à leur place, mais je me dis bon, on n'a pas vraiment de choix, hein, on n'a pas vraiment de choix. C'est comme on dit un peu entre deux mots, on choisit le moindre mal. Comme la population ne voulait pas de ceux qui étaient là et que la grande majorité de ceux-là ne se retrouvent pas, bon, quand même, c'est quand même quelque chose qui est bien, mais les défis à relever est vraiment grand. Espérons que les choses vont aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Les 2 septembre, ici, c'est déjà la rentrée scolaire. Et avec la gratuité de l'enseignement, oui, la gratuité est là, sur papier. Et puis, il ne faut pas oublier que cette gratuité-là, on ne l'a pas aujourd'hui. C'est repris dans la Constitution. C'est ce qui manquait, c'est juste l'application de cette disposition constitutionnelle. C'est ce qui manquait. Et maintenant que c'est fait, c'est bien. Mais maintenant, la réalisation. Comment est-ce que ça va se réaliser? Vous voyez, on parle de 35 ans, 35 ou 36 ans, pendant longtemps, les parents ont été eux-mêmes à la place du gouvernement pour payer les enseignants. Et aujourd'hui, on parle de la gratuité, c'est même la mise en application de cette décision. C'est ça. Mais jusque-là, le gouvernement, le président de la République lui-même insiste que cela sera appliqué. Attendons voir. Ça ne sera pas la première décision à attendre l'application. La décision prise par les chefs de l'État, ça ne sera pas la première décision parce qu'il y a plusieurs décisions qui sont prises par les chefs de l'État, mais l'application pose problème. Je veux parler par exemple des ordonnances présidentielles signées par les chefs de l'État qui souffrent jusqu'aujourd'hui de leur applicabilité. Les mandataires publics là, c'est jusqu'aujourd'hui. Et je ne sais pas, maintenant comme il y a un nouveau ministre du portefeuille, peut-être que les choses vont aller, ça va peut-être changer.
Vous voyez un peu. Les choses vont changer, espérons, parce que c'est notre pays. Nous devons toujours espérer, parce que ça ne sera pas quelque chose de facile. Tout ne va pas changer dans un instant, mais espérons, donnons la chance à tous ceux qui sont nommés ministres. Mais je vais revenir sur quelque chose. Nous avons remarqué la présence de Thomas Lohaka, par exemple, qu'on a reconduit au ministère de l'enseignement supérieur. Ok, ce que nous devons savoir est que c'est un gouvernement de coalition. Ouais. C'est ce que nous devons d'abord souligner. C'est un gouvernement qui est fait sur base d'une alliance entre le FCC et le CACH. Donc, dans le FCC a donné plus de membres que les CACH, bien sûr, mais c'est en collaboration, les deux forces au pouvoir. Bon, s'ils ont préféré reprendre Thomas Lohaka, par exemple, moi, je ne sais pas, mais ce que je dirais que aujourd'hui même, c'est lundi, 26 août 2019, il y a eu trouble au niveau de l'université de Kinshasa. Oui. Je ne sais pas si ça a été le cas dans d'autres universités de la ville de Kinshasa. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces soulèvements-là des étudiants? C'est parce qu'ils ne veulent pas de Thomas Lohaka à la tête de ces ministères. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Leur ministre des tutelles, et ils n'en veulent pas. Juste à l'annonce de la publication du gouvernement. Vous voyez, ça pose déjà problème. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu des travaux de construction des routes et infrastructures parce qu'il était au ministère chargé des infrastructures. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat là-bas pour qu'il ne soit pas accepté de l'autre côté. Parce que souvent, ça va d'un côté pour aller de l'autre. Ça influe tout le temps. Et pourquoi est-ce que de l'autre côté, il y a cette influence-là, il y a cette influence négative? Pourquoi est-ce que les étudiants ne veulent pas de Thomas Lohaka? C'est ça le grand problème. Il y a Steve Mbikai. Oui, Steve Mbikai a travaillé dans l'ancien gouvernement. Il est là maintenant. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera aujourd'hui. Bon, peut-être avec un nouveau leadership, avec un nouveau chef de l'État, peut-être. Oui, les chefs de l'État a sa vision. Ils doivent tous soumettre à la vision du chef de l'État, en principe. Et nous espérons à cela. Tous doivent travailler pour l'intérêt de la population. C'est ça qui est essentiel. Mesdames, nous pouvons mettre point par rapport à ces points et pour passer à un point qui avait fait aussi débat la semaine passée même. La nomination ou la permutation de bourgmestres dans des communes par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Ngomila. Votre analyse par rapport à ce problème? Oui, Farel, c'est un dossier qui a vraiment fait parler de lui. C'est un problème qui a parlé de lui pendant la semaine qui s'achève et ça continue jusqu'à maintenant. Là, avant, au début, c'était la nomination, un décret signé par un chef de cabinet, par le gouverneur lui-même. Après, c'est son conseiller en communication, je crois, je ne sais pas, c'est un membre de son bureau qui demande l'information un dimanche, qui rend public une communication signée un dimanche. Et nous sommes posé la question, est-ce que les bureaux du gouverneur travaillent un dimanche, un jour qui est censé... Oui, s'il vous plaît, il demande le dimanche, alors que par exemple à Massina, d'après certaines sources, il y avait déjà remise et reprise le samedi. Ah, ça aussi. Et dans certains partis politiques, comme à l'UDPS, il y avait déjà présentation des membres qui seraient élus comme gouverneur et comme bourgmestre et bourgmestre adjoint dans certaines villes, dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Vous voyez. Et maintenant, on nous fait balancer un autre document. On nous dit aujourd'hui qu'il procède à la nomination, à la permutation de certains. Vous voyez, et moi je me demande, et tous les Congolais doivent se demander sur base de quel texte il a fait ça. S'il signe un document dans ce sens-là, il s'est basé sur quelle disposition constitutionnelle? Mais la question qu'on se demande, est-ce que dans son cabinet, il n'a pas de conseil juridique? Vous pouvez lui dire toutes ces choses, hein? Non, sûrement il a un conseiller juridique. Il a sûrement un conseiller juridique. Parce que les deux lois qui parlent
qui traitent de ces dossiers-là ne justifient pas la nomination ou la permutation faite par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Nous avons par exemple la loi numéro 08/016 17 octobre 2008. Cette loi-là n'est pas respectée, donc cette loi-là ne permet même pas à Jean-Tini Ngobila de procéder à ce genre de décision, de prendre de telles décisions. Il y a aussi la loi du 2 juillet 1998, décret loi numéro 082, je l'ai dit, du 2 juillet 2018, qui, dans son article 106, stipule que le bourgmestre est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures, et les ministres ou les bourgmestres et son adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans des conditions fixées par la loi électorale. Là, je suis en train de lire la loi. Oui, ils sont investis par arrêté du gouverneur. Donc, le gouverneur n'a pour mission que d'investir les bourgmestres et bourgmestres adjoints qui sont désignés ou nommés par décret loi présidentielle. Ça, c'est la loi du 2 juillet 1998. Et récemment, c'est une autre loi là portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées qui contredit également ce que Jean-Tini a fait. Donc, ça a un problème réel et nous sommes en train de nous demander là, c'est fait à dessein pour mettre un peu de peau de banane sur l'actuelle autorité du pays, les numéros 1 du pays. On ne sait pas, on les fait dans quel cadre, est-ce qu'on n'est pas informé? Comme vous venez de le dire là, est-ce que dans ces cabinets-là, il n'y a pas un conseiller juridique où il est là, mais il est en train de faire... Il est incompétent. Il est incompétent, ou alors ils sont habitués pendant les 18 ans passés à n'agir que seuls, selon leur bon vouloir, sans tenir compte de la Constitution, sans tenir compte de la loi du pays. En tout cas, là, c'est un problème. Ok, c'est un problème, Madame Marie-Thérèse Maya Yamate. Nous sommes arrivés vraiment à la fin, mais un mot de la fin par rapport à l'actualité avant que nous puissions nous séparer avec tous ceux qui nous suivent. Eh bien, un petit mot de la fin. Moi, je dirais seulement que nous sommes là. Nous aussi pour votre chaîne Émergence TV. Oui, nous sommes là, nous, c'est-à-dire Émergence Télévision. Émergence Télévision, c'est une nouvelle télévision, c'est un média d'information générale. Nous traitons de toutes les informations. C'est une nouvelle ouverture pour permettre aux Congolais et à tout le monde dans tout l'univers, partout, d'accéder à l'information, d'accéder surtout aux réalités de la République démocratique du Congo. Donc, acceptez-nous, Émergence Télévision, et composez avec nous, aidez-nous, soutenez-nous, tenons-nous la main dans la main, aidez-nous à aller de l'avant. C'est juste ces messages-là. Et comme c'est une chaîne qui est chapeautée par une dame, je voudrais que toutes les femmes se sentent vraiment impliquées dans Émergence Télévision. Ok, merci beaucoup Marie-Thérèse Maya. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la chaîne Émergence TV et puis journaliste à Canal Congo Télévision. Directrice des infos. Directrice des informations. CCTV, Canal Congo Télévision, c'est la chaîne qui appartient à Jean-Pierre Bemba Bombo. Oui, nous saluons notre boss là où vous êtes. Et merci beaucoup Madame Maya d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ok, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Analyse. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés et à la prochaine.